Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Autrefois niée par les élites dirigeantes, la guerre économique est aujourd'hui une réalité incontournable. Plus de 20 ans qu'une poignée d'hommes se penche sur la question en France. Parmi eux, 2 experts, Christian Arbulot, fondateur et directeur de l'école de guerre économique, et Nicolas Moinet, professeur des universités. 2 spécialistes et 2 auteurs. Le premier publie L'art de la guerre économique et le second, Les sentiers de la guerre économique. 2 ouvrages parus chez VA Éditions. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Christian Arbulot, j'ai envie de commencer par la conclusion de votre livre, qui est donc au monument aux morts de l'industrie française, Alstom, Technip, etc. Jusqu'à quand on va prendre conscience de cette tragédie ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Hein. Je crois que c'est un homme qui s'appelle Macron, je crois, si j'ai mon souvenir. C'est la bonne question. C'est-à-dire qu'on n'a plus tellement le choix de continuer à suivre la pente qu'on a entamée depuis pas mal d'années. On attend de voir si j'ai cru comprendre que M. Macron voulait intégrer un nouveau concept de sécurité nationale, plutôt à l'américaine, en travaillant plus avec le privé et le public. On va voir. Donc optimiste ou pas par rapport à ces 25 dernières années ? Je vais oser être optimiste. Je vais oser être optimiste parce qu'on ne peut plus faire de toute façon ce qu'on a fait avant, vu le résultat. Donc on peut espérer que ça change. Nicolas Moinet, vous avez vécu cette période-là, alors, aux côtés de Christian Arbulot. Comme jeune étudiant, d'abord, c'est la voie que vous avez choisie. Vous êtes, comme Christian Arbulot, optimiste aussi, parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans ce que vous racontez dans le livre. Oui, je suis optimiste parce que je pense que lorsqu'on est au fond de la piscine, on n'a plus d'autre choix que de mettre un coup de pied. On peut creuser aussi. On peut creuser, on trouvera peut-être du pétrole, mais j'en doute. Donc non, je suis plutôt optimiste parce qu'en France, on ne manque pas d'expertise, on ne manque pas de compétences. On a par contre un gros problème avec l'intelligence collective, avec l'organisation. Mais ça peut se résoudre assez vite. Pour ça, il suffit d'une volonté politique. Oui, mais vous avez tout vu, tout croisé pendant ces 25 ans. Des journalistes, des universitaires, des entrepreneurs, etc. Et pourtant, on sent que ça passe pas, quoi. Alors, le bilan est mitigé, c'est-à-dire que la greffe a pris sur certaines parties, mais c'est vrai qu'il y a eu des discontinuités, il y a eu des creux. Voilà. Après, il y a eu quand même des choses remarquables qui ont été faites. Moi, quand j'ai commencé dans l'intelligence économique, on était quelques dizaines. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de professionnels formés à l'école de guerre économique ou au master intelligence économique de l'IE de Poitiers. Donc, de ce point de vue-là, on peut être optimiste. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait surtout, c'est toucher le top management ou la haute administration. C'est là, aujourd'hui, où on a un souci, mais ça peut être réglé s'il y a une volonté. Alors, toucher le top management, Christian Arbulot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dire au top management des entreprises, mais c'est également de l'État, que vous n'êtes plus un dominant, mais que vous êtes un dominé et qu'il va falloir vous comporter comme tel ? C'est un peu le discours sous-jacent. Alors, c'est sûr que c'est difficile à faire passer, hein. Pour la 5e puissance mondiale. Ça implique de revoir un peu sa copie. Mais je crois que c'est pas impossible dans le sens où, en tout cas, ceux qui dominaient et qui veulent toujours dominer commencent à tendre l'oreille dans cette direction. Hein. Je pense l'innovation joue une place déterminante en France et on voit apparaître dans certains grands groupes la volonté de coupler innovation et intelligence économique, c'est-à-dire comment conquérir des marchés avec une véritable stratégie autour de l'information. Ça, avant, honnêtement, c'était très peu courant. Et là, vous l'avez vu aussi, parce qu'en tant que professeur des universités, vous avez vu, et vous le dites, de nombreuses études de cas dans ce livre depuis 25 ans. Oui. Et alors, vous avez vu cette prise de conscience et cette décision de passer du statut de dominant à celui de dominé dans cette mondialisation ? De dominer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir où on est et quels efforts il faut faire. Et il y a des choses très positives. Récemment, je rencontrais les responsables de la région Normandie, et la région Normandie a décidé de prendre l'intelligence économique à bras-le-corps, notamment en créant un fonds souverain
pour investir, pour prendre des participations dans les entreprises stratégiques. Bien entendu, au niveau de l'État, on avait dit que ça ne marcherait pas, alors que les Allemands le font. Et finalement, Bruxelles a donné son accord. Donc il y a aujourd'hui des choses tout à fait positives. Ce qu'il faut, c'est les étendre et c'est les faire connaître. Je parlais de la région de Normandie, la Nouvelle-Aquitaine aussi s'intéresse à l'intelligence économique. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question de culture du renseignement, culture du risque, culture de la sécurité et d'organisation. Et vous diriez, comme Christian Arbulot, qu'il y a un art de la guerre économique ? Oui, il y a un art parce que l'intelligence économique et la guerre économique, c'est d'abord une question de posture. C'est-à-dire qu'il faut effectivement d'abord l'accepter, ne pas se masquer les yeux comme on l'a fait trop souvent. Et à partir de là, mettre en place des méthodes et des outils, c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est vraiment de se dire, oui, aujourd'hui, on est en face d'une guerre économique et il faut agir. Alors, l'art de la guerre économique, Christian Arbulot, vous travaillez dessus depuis 25 ans. Vous le dites aussi que ça vient quand même de la réflexion des militaires. Vous en avez rencontré Pichot, Duclos, etc. à vos débuts. En quoi ce serait un art, cette guerre économique, et comment le faire passer en France ? En fait, parce qu'on a fusionné deux contraires, l'art militaire et l'art subversif. Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans ce détail-là, mais je pense que c'est un point hyper important, parce qu'en fait, on a créé une véritable culture des rapports de force. Et cette culture des rapports de force, Nicolas est bien placé pour le savoir, elle était niée par le monde académique, elle l'est toujours beaucoup, malheureusement, mais elle s'impose. Enfin, il suffit de voir ce qu'est le monde aujourd'hui. Ne pas étudier les rapports de force, c'est passer à côté de beaucoup de phénomènes et beaucoup de solutions aussi. Donc moi, je crois que le vrai défi aujourd'hui, pour quelqu'un qui décide, c'est de ne plus regarder le monde simplement comme une sorte de marché et avec quelques concurrents et surtout sa production et faire en sorte qu'elle soit efficace. Je pense que le monde est terriblement conflictuel, qu'il est impossible de l'approcher sans penser à ça, et donc obligatoirement de la méthodologie, de la réflexion, etc. Donc on est vraiment sur ces questions-là. Il y a de la violence dans le rapport économique, ce qu'on a rejeté depuis des siècles. Ça, je crois qu'il y en a malheureusement de plus en plus, et pas forcément comme on l'imagine, c'est-à-dire du piratage, du virus, du vol de données. Non, cette violence, elle est dans la destruction d'activité économique. Et vous verrez, peut-être dans quelques mois, des gens commencent à se mobiliser. Nicolas parlait de territoire. Eh bien nous, à l'EGE, on regarde de très très près comment des territoires vont non pas entrer en révolte, mais en posture de combat pour continuer à exister sur le plan économique. Et je pense que ça risque d'être assez innovant. Là, c'est le chantier de la guerre, c'est le titre de votre livre, Nicolas Moinet. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple, par exemple, des terres qui sont rachetées dans beaucoup de départements, dans de plus en plus de départements par les Chinois, par exemple, ça pose quand même un vrai problème, un problème de souveraineté, un problème de subsistance. Donc, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés ou dire c'est la compétition internationale. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en face de nous, on a des compétiteurs, la Chine, les États-Unis, qui ont des véritables stratégies de puissance et toujours dans une synergie publique-privée. Donc, si la France ne donne pas les moyens de travailler en collectif entre les entreprises, les États et les collectivités, eh bien, on va aller de défaite en défaite. Et les résultats du commerce extérieur sont là pour le prouver. Il y a quand même certains voyants qui sont au rouge depuis longtemps en France, et il serait temps maintenant de les prendre au sérieux. Comment ça passe ce discours dans le milieu académique ? Vous êtes seul, vous ? Vous savez, dans le milieu académique, en fait, le discours passe, mais on vous écoute poliment. Pourtant, le milieu académique devrait s'y intéresser parce qu'il y a une certaine vassalité du monde académique aujourd'hui à certaines logiques de publication dans des revues anglo-américaines, à une obsession à la course aux étoiles, à une obsession à certaines normes ou certaines accréditations qui viennent des États-Unis et qui d'ailleurs sont critiquées par les entreprises américaines elles-mêmes, qui mériteraient d'être posées parce que je pense que l'Europe et la France ont des capacités à avoir un modèle de développement qui n'est pas celui des États-Unis. Mais pour ça, il faut évidemment être conscient qu'on doit retrouver une certaine souveraineté
Et cette souveraineté, elle n'est pas du tout synonyme de nationalisme, elle est synonyme de patriotisme. Et plus on ignorera le patriotisme, plus on favorisera le nationalisme. La grille de lecture que vous développez, Christian Arbulot, elle est enseignée uniquement à l'école de guerre économique, ou vous sentez qu'elle est de plus en plus enseignée en dehors? Alors, oui, elle commence quand même à apparaître ici et là, mais plus hors de France qu'à l'intérieur de la France, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on voit apparaître en Italie, au Portugal, en Espagne et dans des pays plus lointains, une volonté réelle d'aller dans cette direction-là. Donc nous, on a un vrai challenge, c'est comment convertir les Français. C'est pas gagné. Mais c'est pas impossible. Et c'est pas impossible dans le sens où, justement, en travaillant avec Nicolas et avec d'autres, je pense que sur cette notion de guerre économique, on va bâtir une école de pensée. Et cette école de pensée, il y a eu des tentatives jadis pour en créer, mais là, il faut qu'elle ne meure pas et qu'elle se développe et qu'elle... Il y a urgence. Qu'elle produise. Il y a urgence. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Christian Arbulot. Merci, Nicolas Moinet. Je renvoie donc les téléspectateurs à vos livres. L'art de la guerre économique pour Christian Arbulot et les sentiers de la guerre économique pour Nicolas Moinet. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.